Toi, le mot startup, au niveau industrie, ça nous sert et ça nous dessert. Pour certains, quand ils vont voir le mot startup, ça va les faire fuir. Et d'autres sont en chasse parce qu'ils vont trouver des innovations là-dedans. Donc ça a double sens, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon, toujours en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Aujourd'hui, je reçois Aurélien Stocky qui est fondateur de Holymaker. Salut Aurélien, comment tu vas ? Salut, eh ben écoute, ça va bien et toi ? Ouais, ça roule, je suis ravi de t'avoir avec nous. Tu es aussi originaire de Nancy, donc il faut le souligner. On est deux Nancéens pour cet épisode. Tu vas nous parler de ton parcours, tu vas nous parler de Holymaker, qu'on peut voir sur ton pull, tu es venu totalement brandé et avec la French Tech, c'est du sérieux. Tu vas nous parler aussi des projets à venir, de ce qui va se passer dans les mois et dans les années qui arrivent, et tu vas surtout nous expliquer un petit peu la mission de Holymaker. Si on doit pitcher rapidement, vous souhaitez rendre accessibles les procédés de transformation des matériaux au plus grand nombre. Pour ça, vous avez des techniques bien précises, vous avez aussi des sujets un petit peu de pédagogie, avec des ateliers. Tu vas nous expliquer tout ça. Si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui dans la vie ? Et donc, je m'appelle Aurélien Stocky. Je suis originaire de Nancy et plus particulièrement du petit village qui s'appelle Bouxières-aux-Dames, à côté de Nancy. Donc voilà, pour la petite anecdote, Bouxières-aux-Dames est un très beau village sur une colline. Donc en fait, de mon côté, j'ai toujours été passionné vraiment du travail des matériaux, de la matière. Mes parents, ils m'engueulaient souvent quand j'étais petit parce que je démontais les magnétoscopes, mais je savais pas les remonter. J'ai monté tout autour de moi, mais je savais pas les remonter. Et j'étais tout le temps curieux. Donc chez mes grands-parents, je me faisais aussi engueuler parce que j'étais toujours à... Tu vois, ce que j'adorais, c'était les vides-poches, là, les petits bols là où il y avait plein de trouvailles. Ça, j'adorais ça. Et bref, j'ai toujours été là-dedans. Et j'ai commencé mes études par un bac, enfin de ce que je me rappelle vraiment, ce qui a changé dans ma vie, c'était un bac STI en génie des matériaux. Donc à l'époque, c'était fonderie, plasturgie, céramique, enfin on voyait plein de transformations de matière et j'adorais ça. Et je trouvais ça fou, mais j'aimais pas forcément l'école. J'étais pas mauvais à l'école, tu vois, j'étais dans les moyens, mais j'aimais pas ça. Ce que j'aimais, c'était le côté manuel. Donc j'étais allé voir la conseillère d'orientation, je dis je veux faire soudeur de l'extrême, sous l'eau et tout, enfin ou dans l'armée. Et j'ai fini en BTS chaudronnerie. Et en fait, donc BTS chaudronnerie, c'est un BTS où en fait on est dans l'industrialisation de la chaudronnerie. Donc la chaudronnerie, c'est quand on transforme des tôles en objets. C'est par exemple la lampe qui est derrière toi, c'est de la chaudronnerie, les lampadaires, c'est de la chaudronnerie, les grosses cuves, c'est de la chaudronnerie. Mais en fait, en BTS, on n'est plus que dans l'organisation. Donc en fait, mon désir de mettre la main à la pâte, il n'a pas du tout été mis en place, il n'a pas du tout été exaucé. Par contre, j'ai commencé un apprentissage en 2009 dans une entreprise qui s'appelait FIF Cryo, qui est à Golbet, dans les Vosges. Et cette entreprise-là, en fait, c'était génial parce que ça m'a vraiment permis de me développer au niveau pro. En fait, mon manager, à l'époque, il était déjà assez haut placé et il n'avait pas beaucoup de temps à accorder. Et donc, moi, j'allais chercher les sujets à l'atelier. J'adore aller à l'atelier. Et j'ai la bougeotte, en fait. Donc, j'adorais aller à l'atelier, parler avec les gars et savoir comment je pouvais les aider. Comment, grâce à mon travail, je pouvais apporter quelque chose. Donc pendant 2 ans, j'ai fait plein de sujets. Je faisais de sujets plus au moment donné. J'étais souvent sur 8 à 10 projets à la fois, alors que j'étais apprenti. Le BTS s'est bien passé, mais j'étais un peu le jeuneau de la classe, comme tous les autres. Ils venaient de CAP, BEP, Bac Pro, etc. Moi, j'avais 18 ans. Le plus jeune après moi, il avait 24 ans. Enfin, c'était donc une grosse barrière. Et bref, après ce BTS-là, l'entreprise FIF Cryo m'a proposé de continuer en alternance chez eux dans une école d'ingénieurs. Moi, je savais pas trop si ça m'intéressait, l'école d'ingénieurs, mais je voulais continuer chez eux parce que les sujets me plaisaient. Et donc là-bas, en fait, j'ai travaillé avec un ingénieur de Besançon qui lui était à son compte et qui
développer une grosse machine pour l'entreprise. Donc c'était tous les deux en fait on développé une machine qui valait je crois 450 000 € ou plus, et il m'a appris énormément de choses. Donc j'ai fait des heures à fond, mais il m'a appris énormément de choses en fait pendant 2 ans. Ouais, donc c'était l'école d'ingénieur à Saint-Dié, l'INSIC, qui donne le diplôme de l'école des mines de Nancy en conception. Et apprentissage super intéressant. Je suis vraiment un défenseur de l'apprentissage parce que pour moi en fait qui ne suis pas très étudiant en fait, ça m'a permis d'avoir ce rythme d'alternance, d'aller à l'école, d'aller en entreprise et tout, ça me stimulait en fait. Et en plus, j'ai gagné de l'argent alors que je viens d'un milieu social où j'avais pas forcément d'argent de poche et autres. Voilà. Et donc après ça, donc l'entreprise Fif Cryo m'a proposé un CDI en tant qu'ingénieur et je suis devenu ingénieur là-bas. Mais je suis devenu ingénieur dans un bureau d'études. Et en fait, depuis que je suis petit, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur plutôt au niveau associatif, mais j'ai toujours voulu mettre des projets en place. Et là, je me retrouvais dans un bureau d'études où en fait, c'était le rythme bureau d'études. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être challengé et tout. Donc, au bout d'un moment, j'ai fait un peu ma crise de l'ingénieur qui veut élever des chefs dans le Larzac. Et je comprenais pas. Enfin, je disais, mais j'ai un boulot qui me plaît. Enfin, non, un boulot. Les missions sont sympas. J'ai une copine, j'ai un appartement à 23 ans. Enfin, c'est génial. Pourquoi je suis pas heureux? Et en fait, parce qu'il manquait de sens à ce que je voulais faire. Donc, j'ai commencé à faire une formation en permaculture. J'ai monté même un dossier au niveau de la Chambre d'agriculture pour monter un parc d'innovation au niveau énergie renouvelable, etc. Et je me suis rendu compte que j'aimais pas mettre les mains dans la terre. Donc c'est con de se lancer là-dedans. Et il y avait une partie de ce projet-là, c'était le développement de machines pour recycler le plastique. Et c'est là, à un moment, je me suis dit, ok, ces machines-là, j'ai envie d'en faire quelque chose. J'ai envie de vraiment apporter ma pierre à l'édifice au changement. Donc j'ai quitté Fif Cryo en 2016, qui m'a quand même beaucoup aidé à former la personne que je suis aujourd'hui. Pour débuter et pour débuter dans le cliché, mais la start-up qui commence dans une cave. Donc là, j'avais commencé dans une cave et après dans un grenier. Alors dans une cave, faut savoir que la température est assez constante. Dans un grenier, en hiver, il fait chaud. En hiver, c'est horrible. Hiver, ça caille et en été, il fait très chaud. C'est horrible. Ouais, t'as grandi sous les combles aussi, toi? T'as eu ta chambre sous les combles ou pas? Non, ça va. Donc je confirme ce que tu dis. Moi, j'ai eu la chambre dernier étage. Il fait très chaud. L'été est très froid. Non, ça va. Mais tu sens qu'il fait plus froid et qu'il faut plus se chauffer l'hiver. Ouais, c'est ça. Tu subis un peu plus qu'une cave. C'est ça. Du coup, c'était horrible, quoi. Enfin, voilà, les premières années, les 2 premières années, c'était assez horrible. Donc 2016, 2018, j'étais tout seul et tout. 2018, j'ai été accompagné par un incubateur qui était Artem, l'incubateur de Artem à Nancy, qui eux nous mettaient à disposition des bureaux. Donc pour moi, ça a changé tout. Enfin, j'avais un bureau chauffé et j'avais accès à des ateliers quand c'était pas les vacances, quand c'était pas les examens, quand c'était pas tout ça. Mais j'avais quand même accès un peu à des ateliers. C'est là où j'ai appris à souder et tout. Et après, j'ai pris des premières personnes en stage. Et en fin 2018, j'ai intégré l'incubateur de Metz. Donc c'est l'incubateur The Pool à Metz. C'était la toute première session de l'incubateur et où là, ils m'ont vraiment accompagné à monter le modèle économique de la start-up. Faut savoir qu'en 2017, quand j'avais commencé à faire vraiment la conception des prototypes, c'était une machine que je voulais vendre 250 € parce que je venais d'un grand groupe et dans un grand groupe, en fait, les pièces, tu les as pas chères parce que tu commandes des millions par an. Et là, je me suis retrouvé dans la réalité avec les prix de la réalité. La première vente, ça a eu lieu en 2019, en avril 2019, au CEATech de Metz. Et c'était assez fou parce que à l'époque, donc c'était vraiment le premier vrai prototype industriel que je commandais. Ça sortait de la 3D de la CAO. Et là, ils veulent me passer commande. Je leur dis, là, il y a 2 mois de délai. Et ils me disent, OK, on double le prix si tu mets 1 mois. Et là, je fais, waouh, OK, c'est fou, quoi. Donc, j'ai livré le proto, j'avais même pas testé. On injecte, le truc, il se plie en 2.
mais c'était la première livraison. Et c'est vraiment ça, c'est tant que quelqu'un ne met pas de l'argent pour acheter un service ou acheter un produit, on peut dire j'ai des clients parce qu'on a des promesses, mais tant que les personnes ne mettent pas d'argent, eh ben ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur parce que des promesses, pour être gentil, il y en a qui vont en faire plein. La famille, au niveau politique et autres, mais les personnes qui vont sortir le chéquier pour faire vraiment pour acheter ça, c'est là où toute l'entreprise prend son sens et où nous c'est là où on a pris un gros cap au niveau de l'entreprise. Holymaker, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est sur la mécanique concrètement, qu'est-ce que vous apportez à qui? Alors nous, Holymaker, on est fabricant de presse à injection plastique manuelle. Alors qu'est-ce que c'est une presse à injection? Faut imaginer une seringue en métal qui va être chauffée, dans laquelle on va mettre du plastique. Donc ça peut être par exemple des bouchons broyés de bouteilles, ça peut être tu vois les dessous de verre là qui sont flexibles. On va le mettre dans la machine, ça va chauffer. On peut chauffer jusqu'à 300 degrés. Et ensuite, on va baisser un levier et le piston, il va pousser la matière, vraiment comme une seringue, dans un moule qui est en dessous pour faire des objets. Nous, on a 3 marchés. 60% de notre marché, c'est le prototypage. Dans nos clients, on va avoir par exemple Salomon, Decathlon, des entreprises qui vont vouloir faire un prototype avec la même matière et le même procédé que la grande série. 30% ça va être des tests matières, donc ça va être des personnes qui vont développer des matières de demain, tester le recyclage des matériaux maritimes par exemple, tester des matières à base de fibres de lin. Et ensuite 10% on va être sur le domaine scolaire, la formation et la sensibilisation au recyclage. Voilà. Donc des petites machines. Ok, et ça c'est les entreprises, qu'est-ce qu'elles viennent chercher avec vous? Elles viennent chercher de l'accélération pour ces nouveaux produits, c'est des tests, c'est... Nous on fabrique les machines, donc ils nous achètent les machines. D'accord. Et eux, c'est vraiment de pouvoir casser... Nous, on casse les codes, en fait, dans notre domaine qu'est la plasturgie. Et souvent, c'est des grands groupes qui nous achètent nos machines parce que eux, ils veillent sur les startups, ils veillent sur les innos pour, eux, innover encore plus. Et donc, ils nous voient souvent en salon, on est présent sur LinkedIn aussi. C'est là où ils font pas mal de veille et ils viennent vers nous. Pourquoi parmi tous les matériaux, vous faites un focus sur le plastique? Parce que le plastique, c'est fantastique. J'espère qu'on l'a, celle-là. Donc, pourquoi? Parce que le plastique, c'est vraiment une matière fantastique dans le sens où les propriétés de la matière plastique, c'est fou parce que c'est une matière qui est très légère, qui est étanche, qui a plein de propriétés au niveau qui peut être dégradable ou non en fonction de sa composition, enfin qui est colorée, enfin c'est vraiment une matière qui est géniale, sauf que c'est une matière qui aujourd'hui pollue énormément aussi. Et en fait les matières plastiques, il y en a des millions. Il y en a des millions de sortes de matières plastiques. Nous, on s'est donné comme mission de pouvoir aider en fait à la réutilisation de ces matières plastiques. Demain, il faut que des entreprises comme Salomon puissent innover avec des matières biodégradables. Mais sauf que s'ils les passent dans leurs grosses machines industrielles, ils risquent de les abîmer. Il leur faut du temps au niveau atelier. Grâce à nos machines, ils arrivent à pouvoir faire des tests sans endommager leur matériel de production, en limitant les risques et aussi en étant beaucoup plus rapide que dans l'injection traditionnelle. Aujourd'hui, vous pouvez célébrer le fait qu'en 2019, vous ayez reçu le prix coup de cœur de Challenge Industrie du futur pour votre produit, Holypress. C'est important pour vous de passer par là? C'est sympa, mais sans plus? Est-ce que c'est le Graal ultime? À quoi il sert? Alors, en fait, ce challenge-là, c'était fou. On avait un étudiant de lycéenne qui était chez nous en stage et qui, lui, était vraiment market de grosses boîtes. Et il arrive chez nous et il me dit « Ah Aurélien, je nous ai inscrits à ça. » Je dis ouais, de toute façon on gagnera jamais. Enfin nous on est la petite boîte. À l'époque on n'avait même pas encore vendu de machine. Mais intéressant déjà que son œil de marketeuse ait vu qu'il y avait des concours et que du coup ça pouvait être intéressant de participer. Moi j'étais le côté ingénieur en mode c'est bon, laisse tomber, on n'y arrivera pas. Et en fait lui il a postulé là-dedans et je me suis retrouvé quelques mois après
à devoir pitcher donc chez Ariane Group. C'était Ariane Group, Atos, SKF. Oui, des petites entreprises qui débutent. Voilà, c'est ça. Et je vais pitcher en anglais à côté d'autres boîtes internationales. Et donc déjà c'était fou. Et en plus, on a gagné le prix coup de cœur du jury parce que les gens pouvaient voter via des liens. Et lui, il l'avait envoyé à tout son réseau ICN. Et comme c'était président de l'association des étudiants, tout ça, en fait, il y avait plein d'étudiants qui avaient voté pour nous. Et je me suis retrouvé sur scène alors que franchement je savais pas c'était fou, ce prix là c'était fou, ça nous a permis en fait nous d'avoir plus de légitimité aussi dans le milieu. On a eu un article dans Technique de l'ingénieur, donc qui est une revue technique au niveau industriel, qui nous a permis de faire nos premières ventes, en fait, de confirmer à des clients qui pouvaient venir vers nous. Après voilà, c'était en 2019. Aujourd'hui, on a fait beaucoup plus de chemin et maintenant on a notre légitimité grâce en fait aux clients qu'on a. Et cette légitimité-là, elle est importante pour vous? Est-ce que tu sens qu'il y a eu un avant, un après? Parce qu'on quand même, on parle de choses très techniques, hein. Du coup, on s'adresse à des gens qui font ça depuis très longtemps, comme tu as dit que c'est grosses entreprises, ou qui ont une expertise et qui sont peut-être moins facilement impressionnables, ou en tout cas qui ont des grosses attentes. Est-ce que ça a changé la strate de la boîte ou sa perception? Ouais, clairement. En fait, ce qu'il y a, c'est que le domaine de la plasturgie, c'est comme le domaine de la chaudronnerie. C'est comme c'est des métiers où on transforme la matière très en amont, en fait. Et ben, c'est très très difficile d'apporter de l'innovation, surtout quand on est jeune. On nous dit mais enfin ça sert à quoi votre truc, ça sert à rien et tout. Et en fait nous, le fait que des entreprises nous aient fait confiance, qu'on a pu aussi travailler des use cases avec eux et autres, maintenant en fait on a juste à donner nos références et ça sert en fait de faire valoir. Ou on fait juste des démonstrations sur des salons. Il y a les personnes qui voient ça, ils ont les yeux qui brillent et ils disent ok, c'est pour ça qu'on veut le produit. Donc pour nous, on a encore du travail à faire dessus. On travaille avec des laboratoires en plasturgie, mais on gagne en légitimité en fait année après année, grâce aussi à nos clients qui nous font remonter des besoins du marché et aux produits qu'on développe pour répondre à ce marché. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui combien vous êtes? C'est quoi la structure, la répartition, market, ingé, études? Alors, je peux t'en dire une partie, mais je vais pas tout dire. Il y a du suspense ou ça va changer? Ouais, parce que c'est assez stratégique aussi. C'est assez stratégique à notre taille. T'as raison. Donc, je vais te dire qu'on est une vingtaine. Soit ils sont 2 et ils cartonnent de ouf, soit ils sont 150. Il y en a un peu partout. Ouais, c'est assez compliqué. En fait, comme on est dans un marché concurrentiel, aujourd'hui, notre produit, il plaît. Oui, bien sûr. Par contre, on exporte beaucoup. On exporte 55% de notre chiffre d'affaires, c'est à l'export. On est présent dans 28 pays. On a et tous les mois, en fait, on ouvre là des nouveaux pays et autres. Oui, donc t'as les enjeux de gouvernance, de sécurité, Et là, on est en phase d'accélération actuellement. Donc, pas te permettre de... Ouais, c'est là. Donc c'est un peu, c'est du sérieux là. On est un peu. On est clairement dans un changement pour nous. Ouais. Là, en ce moment, parce qu'il y a aussi l'intelligence artificielle qui arrive et nous, on est en train de mettre des briques là-dessus par rapport à la conception des moules. Il y a l'impression de 3D qui est aussi de plus en plus accessible. Et nous, on est aussi là-dedans par rapport à la fabrication des moules. Enfin, on est en train de valider plusieurs briques là qui sont importantes pour nous et qui sont en train de nous faire accélérer sérieusement. Donc voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme entrepreneur? Tu m'as dit que tu avais toujours été entrepreneur. Du coup, est-ce que tu as le sentiment d'être pleinement, tu vois? Est-ce que c'est pas une casquette ni un diplôme, mais est-ce que le fait de mettre en pratique des choses, faire de l'argent avec, monter une boîte, etc., recruter, est-ce que tu as le sentiment d'être pleinement entrepreneur? Alors, oui, et c'est même ça qui m'excite. Enfin, j'adore ça. Dans ma famille, on est plusieurs entrepreneurs. Ma sœur, tu viens de Nancy, tu connais sûrement la boutique Sorbet Citron. Voilà, ça c'est ma sœur et mon beau-frère. Code promo Sorbet Citron, si on peut ajouter à la fin. On négociera après avec ta sœur. Donc plein de bonbons, Harry Potter. Mon beau-frère qui était aussi dans les lombricomposteurs. Enfin,
c'est une passion, quoi. Enfin, c'est de voir un besoin, de pouvoir y répondre. C'est pas la passion de se faire de l'argent, c'est vraiment de pouvoir sortir un produit, produire quelque chose pour répondre à un besoin. Et pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Après, je différencie entrepreneuriat et dirigeant d'entreprise, parce que dirigeant d'entreprise, c'est plus quelque chose que j'ai appris à faire et que j'apprends encore à faire. Bah justement, c'est un très bon point et ça me permet de rebondir dessus. Qu'est-ce qui fait la différence? Ou est-ce que toi, tu vois un vrai gap, peut-être sur les RH, sur le management, sur des sujets dont tu n'as pas forcément pris connaissance au début, c'est-à-dire la compta, la finance? Qu'est-ce qui fait la diff entre les deux et comment comment tu bosses dessus? Franchement, j'ai tellement nagé, ramé, parce que en fait, au départ, je suis juste un ingénieur, quoi. Non, je suis juste un ingénieur et je suis juste un technicien. Je suis amoureux de la technique, mais j'avais jamais appris à manager des gens. Donc au début, c'était super dur. Quand je devais passer les problèmes de mutuelle et autres. Oh, c'était dur. Enfin, c'est réel aussi, hein. Tu mets les pieds un peu dans le réel et tu fais waouh, mais en fait, on est bien accompagné, etc. Et en même temps, t'as un truc qui est un peu, qui paraît un peu insurmontable au début. C'est ça. Et là, on arrive dans une phase où il y a plusieurs personnes qui sont autour de moi, qui font des tâches pour lesquelles elles sont pertinentes, alors que moi, j'étais pas forcément pertinente dans ces tâches-là, et qui me permettent à moi d'être plus pertinent dans mes tâches aujourd'hui. Et les domaines dans lesquels je suis bon, c'est la conception. C'est vraiment un domaine où sans ego, je peux vraiment dire que que j'aime faire et que je sais faire. Par contre, il y a des tâches, par exemple des tâches type administrative dans lesquelles je vais nager pour écrire des dossiers et tout. Et est-ce que tu te fais accompagner là-dessus? Est-ce que c'est les choses que tu considères externalisables entre guillemets, ou est-ce que tu veux te former, le faire d'abord et ensuite externaliser, ou tu dis ok, c'est une perte du temps, je sais que je sais pas faire, et du coup je donne à quelqu'un? Alors, il y a plusieurs stratégies. Au début, j'ai externalisé direct. Enfin, non, au début, je faisais tout moi-même, une partie moi-même et d'autres choses que je faisais pas du tout. Et donc voilà, il fallait passer à autre chose. Après, j'ai externalisé, mais comme on dit, pour pouvoir bien, déléguer des tâches, il faut savoir les maîtriser, en fait, pour pouvoir aussi piloter la personne qui va les réaliser. Et donc là, on est dans cette deuxième phase. Là, actuellement, on est dans cette deuxième phase où j'ai essuyé les plâtres dans différentes thématiques. Et là, par contre, je parle à des gens qui connaissent vraiment bien ces thèmes-là. Et quand je leur en parle, ils me font « Ok, je comprends, t'as besoin de ça, de ça, de ça. On va y aller comme ça, comme ça. Ok, c'est bon. Moi, j'ai juste à dire où ça en est là, ce problème-là, qu'est-ce qu'on va mettre en place. » Et ça, c'est génial. Cette phase-là, parce que... c'est la phase de l'accélération où, de nouveau, je peux me consacrer à la conception de produits. Est-ce que sur les profils que tu recrutes, tu as des attentes particulières? Est-ce que c'est des ingénieurs? Est-ce que tu as des besoins un peu différents? Parce que tu sais, notamment avec les outils d'IA, est-ce que tu as besoin de gens qui ont d'autres compétences que tu n'as pas, ou des gens qui sont un peu différents de toi? Parce que s'il n'y a que des ingés, ou en boîte de commerce, il n'y a que des commerciaux... Est-ce que tu cherches autre chose? Ouais, clairement. En fait, les ingés, le côté technique, j'essaye justement de pas aller trop dedans. Je voulais pas que ce soit une boîte d'ingénieurs. Mon but, c'est qu'on soit fabricant de produits et qu'on arrive à les vendre. Donc là, nous, on est en train de recruter des profils au niveau commerce et aussi au niveau administratif et aussi au niveau technique, mais plus atelier. Donc 3 types de profils différents. On a recruté des personnes au niveau marketing qui, pour moi, c'était vraiment... Enfin, moi, je suis vraiment terre à terre au niveau technique et grâce au marketing, on arrive à donner du sens aussi. Racontez ce que vous faites. Ouais, et c'est le marketing aussi qui me dit demain, le marketing avec le commerce qui donne du sens à ce que je fais, parce qu'ils me disent, ok, là, on a besoin de développer ça. On a des clients qui nous demandent ça. Aurel, est-ce que tu vas pouvoir travailler là-dessus? Et là, on développe des choses. Moi, je leur présente. Et ces allers-retours-là, ils sont aussi excitants jusqu'au moment où on arrive à le vendre. Et où là, ça concrétise, on met les lignes de prod en place et toute la chaîne prend son sens, quoi. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de toi,
sur ton retour par rapport à la vie entrepreneuriale, est-ce qu'il y a un côté qui t'excite beaucoup et qui te plaît beaucoup? Est-ce qu'il y a aussi un côté qui est un peu plus dur et qui est moins facile à gérer? Est-ce qu'il y a on parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur, tu sais, qui a tendance à aller vite, toujours accélérer sur des choses et qui malheureusement prend pas forcément le temps de savourer certaines victoires ou de se projeter. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimes beaucoup dans ta vie aujourd'hui et dans ton métier et quelque chose qui est peut-être un peu plus sombre? Alors ce que j'aime pas, je vais commencer par ce que j'aime pas parce que ça pourrait me permettre de voir autre chose. En fait, je prends pas du tout assez de recul. Je prends pas assez de recul sur. Je suis très peu fier en fait de d'où on en est. Très peu fier parce que en fait comme je prends pas assez de recul, je vois pas où on en est réellement. Alors que les gens me disent mais t'as vu ce que vous avez fait et tout et moi je vois plus tout le chemin qui est en train qu'il faut encore parcourir. Ça c'est vraiment un travail aussi sur lequel je vais travailler. Un travail sur lequel je vais travailler. Ouais. C'est une tâche à rajouter dans ma to-do list. Mais ouais la difficulté de se sentir seul par rapport à l'entrepreneuriat, je l'ai connu, je l'ai vraiment beaucoup connu et là c'est en train de changer en ce moment justement grâce à l'accélération et à des profils qui sont arrivés dans l'entreprise qui m'appuient réellement, avec qui je peux échanger sur des problématiques et plus me sentir seul pour les traiter. Mais ce qui est dur pour moi, c'est la compréhension de mes amis, de la famille, parce que ma tête, elle est à 2000 à l'heure dans cette entreprise. Quand on parle souvent aussi de l'entrepreneur avec les ascenseurs émotionnels, la joie, ça se démultiplie à fond et les bads, ça va c'est très très bas parce que c'est aussi la peur du lendemain, c'est la peur. Nous, on est une boîte industrielle, on doit faire des rotations de stock. C'est comment je vais payer les gars dans X mois et tout. Et si demain, on a le Covid qui se redéveloppe ou s'il y a des embargos politiques avec des pays où on exporte, comment ça va se passer? C'est aussi des craintes quand même. C'est des craintes. Comment tu les gères, ces craintes? Est-ce que c'est des choses qui te travaillent et du coup tu fais le point, tu regardes et tu essaies de rendre ça hyper objectif? Ou est-ce que tu te projettes et tu dis au pire... Enfin, comment tu gères? Alors des fois, je me dis, ok, enfin... Je me laisse la possibilité de penser à l'échec. Et ça me fait du bien en fait. Parce que penser à l'échec, en fait, ça te permet de me retourner aussi, de me dire... Mais en fait, je pourrais faire ça. Mais en fait, je pourrais faire ça. Et ça me fait du bien. Tu le matérialises, donc tu le rends possible, mais du coup, en le rendant possible, tu rends une solution ou un truc après. C'est tout à fait ça. Parce que le fait de se dire, effectivement, on va pas perdre, mais si, enfin, tu le rends pas réel. C'est-à-dire que du coup, tu réfléchis pas à une solution de repli ou. Ouais, c'est ça. Et si ça arrive et que tu fais pas ce boulot-là, effectivement, ça peut être encore pire que parce qu'on pourrait dire ouais t'es pessimiste, tu penses à l'échec. Non, justement, c'est de le prévoir et de l'éviter en faisant en sorte de... C'est ça, c'est de sortir en fait la tête de la couverture et se dire ok, ça peut arriver, c'est une possibilité. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que face à cet échec-là qui est possible, hein, on est en fait, ce qui fait plus peur, c'est qu'on est dans une époque où il y a des gros changements qui peuvent avoir lieu à tout moment. C'est-à-dire que nous, demain, la fluctuation de l'énergie, ça peut avoir un gros impact sur notre prix de revient. Le Covid, ça peut avoir un gros impact sur notre productivité. Les embargos, voilà, un gros impact. Et en fait, c'est se dire, comment on fait? Donc nous, un des points qu'on a mis en place, c'est l'export, par exemple, parce que l'export, c'est une balance commerciale. C'est-à-dire que si un pays va pas bien commercialement dans le monde, un autre va bien. Et si on arrive à aller dans tous ces pays, en fait, on arriverait à lisser notre courbe de charge, notre courbe de moyens. Le nom de ce podcast, tu le connais, c'est Charbon. Et en ce sens, il faudrait que tu me donnes ta définition de charbonner. C'est quoi pour toi aller au charbon? Charbonner, c'est... Là, le premier truc qui me vient en tête, c'est fait chier, quoi. Faut y aller, mais on va y arriver. C'est... Toi, j'ai l'image des gars à l'atelier quand on a un défi client et ils me disent allez, enfin on est ensemble, on y va quoi, on y va, on sait que ça va pas être simple, on va suer quelque temps, mais on essaye. Et si ça fonctionne pas,
bah, au moins on aura essayé. Et il faut pouvoir avoir de l'énergie pour le faire aussi. Et c'est ça, c'est en parler autour de soi pour que les autres aussi donnent de l'énergie pour réussir à charbonner, à donner du sens à ce qu'on fait. Si aujourd'hui tu marchais dans la rue et que tu croisais Aurélien Stocky d'il y a 15 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Déjà, je ferais un gros câlin et je dirais t'inquiète, la vie est longue. La vie est longue en fait, et dans une vie, on a plusieurs vies. Donc vas-y à fond, quoi. Vas-y à fond dans tes rêves. Lance-toi, perds pas de temps. Ok. Ben écoute, c'est important parce qu'en vrai, cette question-là, elle amène à chaque fois des réponses un peu différentes. Il y en a qui sont un peu plus timorés, d'autres qui sont en train de se dire, écoute, ça va bien se passer, d'autres qui disent, ne fais absolument pas ça, change, ou en tout cas fais-le, mais change vite. Et c'est assez drôle de se projeter sur ça. Mais de toute façon, toi, on sent qu'il y a toujours eu cette passion-là de monter les projets, d'être un peu dans le dur. Donc au final, il n'y a pas eu tant de changements que ça, mis à part le fait que tu sois passé par des phases de le bureau d'études, qui étaient un peu trop théoriques, etc. Mais la finalité et le feu, entre guillemets, était déjà là. C'est pas quelque chose qui s'est déclaré c'est ça. Par accident ou par rencontre. Il y avait quand même un côté... Tu l'avais Ouais, pour moi, c'est plus... Là, ça m'a confirmé que c'est possible, en fait. C'est demain... si je veux lancer ma marque de sous-verre, eh ben, je sais vers qui aller, je sais comment y aller. Et c'est ça qui est excitant, en fait. C'est de me dire que toutes ces années-là, en fait, m'ont permis de me former à ça. Si demain, je veux lancer un nouveau produit qui est complètement différent, bah, c'est tout cet mécanisme de comment je réfléchis à le mettre en place et tout, qui est dans ma tête, en fait, qui aujourd'hui est dans ma tête. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience, en fait. Et ça, c'est génial, en fait. On peut clairement dire que tu travailles dans l'univers de l'industrie, avec les gens avec lesquels tu collabores, toi, ton activité en tant que telle. Est-ce que tu trouves que la France est un terrain fertile pour l'industrie aujourd'hui? On sait tous que moins qu'avant, évidemment. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste... Alors, est-ce que ça reste intéressant de développer en France? Est-ce que ça reste intéressant de développer en France, rester en France? Est-ce que c'est pas l'enfer? Clairement. Alors clairement, moi, je défends le Made in France, mais qui a du sens. C'est-à-dire, dire que c'est Made in France et faire du 200% de marge derrière, ça a pas de sens derrière. Mais oui, par contre, 100% Made in France, mais qu'aucun Français lambda peut l'acheter parce que c'est que pour les Chinois riches. C'est du Made in France bobo. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est nous, pourquoi on défend le Made in France, c'est parce que nos fournisseurs, ils sont à 1 heure, 2 heures de route. Là, on veut développer un nouveau produit. Dans la journée, on a réglé le problème. J'ai des humains à qui je peux parler. J'ai des humains qui, enfin, même si quand on fait dans d'autres pays, il y a aussi des humains, mais c'est génial quand je vais voir les usineurs et je leur montre les articles de presse ou autres, eux, ils sont fiers. Enfin, c'est des jeunes qui ont 25 ans, 26 ans devant leur machine et ils sont trop fiers d'avoir pu participer à ça. Et donc, c'est pour ça, le Made in France, c'est important. C'est important, mais il faut qu'il ait du sens. Il faut qu'il ait du sens. Et je pense que la France est en train de se réindustrialiser. On a pris quelques claques par rapport à de la perte de savoir dans les pays de l'Est ou dans les pays asiatiques qui travaillent super bien. Enfin, on peut pas le dénigrer là-dessus. Mais je pense qu'on a de l'avenir en France, clairement, parce qu'on a un savoir-faire de fou, quoi. Et juste dans la région. Nous, là, nos producteurs, ils sont en Lorraine. On en a sur Metz, on en a dans la Meuse, on en a près de Nancy, à Pompée, on en a dans les Vosges, près de Remiremont. Enfin, le savoir-faire, il est ici pour pouvoir créer. Finalement, tu es aussi, c'est une sorte de patriotisme aussi local de mettre en avant ces profils-là, de dire ok, on bosse pour la région, on fait tourner cette économie-là, et elle est pleine de sens. Ce que tu as dit, Made in France, mais cohérent, Made in France réel. Parce qu'encore une fois, si on peut pas acheter des produits, c'est quand même, c'est quand même pas anodin. Donc Made in France qui a du sens, qui est cohérent, qui est pertinent et qui est
réel en fait. C'est ça. Nous notre fierté aujourd'hui, on vient d'ouvrir le marché turc et eux, ils veulent vendre du Made in France parce qu'ils savent que ça va leur apporter des clients. On exporte aussi en Grèce et c'est exactement le même topo. On exporte à Hong Kong et pareil, alors qu'on a des concurrents sur le marché là-bas, le Made in France a encore une belle image. Faut juste qu'on perde pas le sens du Made in France, que ce soit pas juste en fait une image politique, mais qui est vraiment des sous-traitants derrière, des valeurs des gens, quoi. Ouais, que ce soit quelque chose de réel, qu'on puisse consommer nous aussi, parce que le problème du Made in France aujourd'hui, tu l'as dit, c'est le prix. Et si le Made in France c'est uniquement un argument de marketing international, pour que les gens consomment des produits français, mais que nous-mêmes on peut pas consommer ou autre, et que au final, ça fait pas tourner l'économie locale ou autre, c'est inintéressant. Donc, ravi aussi de pouvoir te donner la parole aussi, pour mettre en avant ces choses-là, parce qu'on parle beaucoup de sociétés, de start-up dans le service, tu vois, ou dans les sujets un peu plus innotech liés au web ou même au web 3. Là, on est sur quelque chose lié à l'industrie, mais ce qui est aussi hyper stimulant d'un point de vue économique, en fait, parce que le tissu, il est aussi fait par des entreprises comme la tienne, et surtout avec l'essor que tu me présentes à l'international, vous grandissez quand même hyper vite et hyper bien. Donc quand même, petite fierté pour toi. J'imagine que tu me dis on est très peu fiers, mais là de son depuis le début, c'est quand même hyper sympa. Ouais, c'est en fait, même dans le milieu des startups, le fait qu'on soit dans le côté industriel, au début, on a eu beaucoup de mal à faire notre place. Bah ouais. Parce que la startup, c'était préempté par la tech, les applis, la startup numérique, on uberise tout. C'est ça. Et donc, où nous, on n'a pas les mêmes échelles non plus de développement. La scalabilité, c'est pas la même. Bah oui. Mais où derrière, en fait, on a du concret, on touche à la matière, quoi. Donc finalement, on peut pas peut-être se poser la question du mot et du concept de startup, tu vois, parce qu'au final, vous êtes dans cet univers-là, on peut vous considérer comme une startup, et en même temps, vous êtes aussi proche d'une PME, tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Et oui, quand c'est un outil tech, quand c'est une application, quand c'est un service, dire le mot startup, c'est hyper cohérent. Mais quand on est sur de l'industrie ou du développement un peu plus scientifique, avec des prods qui sont lourdes, avec l'investissement qui est lourd, sur des robots, on a eu des robots chirurgicaux aussi au début de la saison du podcast, on a un peu du mal à dire startup, alors qu'en vrai, c'est juste qu'il faut remettre du sens dans ce terme, en fait. C'est clairement ça. Nous, juste le fait de devoir qu'une bonne partie de nos charges, c'est du matériel, en fait, c'est de l'achat de matière. Et au niveau startup, c'est pas des modèles communs, en fait. C'est pas des modèles communs. Et donc, on a un peu le cul entre deux chaises au niveau des banquiers, parce que d'un côté, on a beaucoup de charges, beaucoup plus qu'une société de service. Et de l'autre côté, on a des BFR assez importants. Donc, disent, alors vous êtes quoi? Enfin, vous êtes start-up, vous êtes pas start-up. Et en fait, nous, on se considère start-up industriel, en fait. Start-up industriel parce que on a des besoins de développement qui font que, on développe des produits aujourd'hui plus rapidement que dans des PME traditionnelles. Et aussi, on va avoir des besoins financiers liés à ces développements qui vont faire que si on développe ces produits pour toucher ces marchés, c'est là où on accélère. Et là, on est dans cette phase justement là d'accélération et via le développement de nouveaux produits qui développent des nouveaux produits, C'est cet enchaînement-là sans cesse qui pour moi fait le côté start-up. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc t'as un peu le meilleur des deux mondes au final, et en même temps un peu aussi le côté négatif des deux parties, c'est-à-dire cette image un peu étrange de l'univers start-up, et aussi le fait que certains banquiers, certaines institutions vous suivent pas forcément, ou en tout cas se disent bon alors je dois mettre du cash. J'ai telle boîte, ils me disent qu'ils sont industrie, tech, et une autre, c'est trop stylé, c'est une application pour... C'est tout à fait ça. On nous a dit, il y a quelques années, que c'était pas sexy, ce qu'on disait. Ouais. Mais je vois très bien. C'était pas sexy. Et c'était un sales d'accompagnement à Nancy qui nous avait dit ça. Mais c'est pas sexy de faire tourner l'économie locale, c'est pas sexy parce que on est dans la matière, dans l'industrie, du coup, c'est pas sexy. Et mais nous, on veut pas être sexy, en fait. On veut juste répondre à un besoin...
Et donc voilà. Mais aujourd'hui, il y a quand même des acteurs qui nous aident. Là, il y a la Banque de France aussi qui s'intéresse de plus en plus aux startups, qui accompagne aussi les startups en amont, avant qu'elles accélèrent, en fait, pour prévoir aussi des systèmes de notation différentes. La French Tech, on est la là pour French ça, Tech, donc, ils sont quand même, c'est ça, il y a BPI. Enfin, après, pour moi, la French Tech va centraliser, en fait, tout cet écosystème. Qui du coup s'ouvre de plus en plus. Je pense que la Banque de France s'ouvre de plus en plus grâce à la French Tech. Je pense que BPI aussi, grâce à la French Tech aussi, s'ouvre de plus en plus. Et ça nous permet d'avoir des interlocuteurs en fait qui comprennent ce qu'on fait et qui comprennent ce sens-là de start-up industrielle. Et avec la French Tech aussi, c'est défendre la place de l'industrie aussi dans le domaine des startups. C'était aussi un gros travail et c'est encore un travail qui est actuellement fait parce qu'on va beaucoup parler de la French Fab qui est aujourd'hui dans des grosses PME ETI. C'est vrai que la French Fab dans le côté startup c'est très très peu représenté et grâce à la French Tech en fait on peut avoir accès à des soutiens aussi politiques pour représenter aussi la tech Et c'est quand même fou qu'on soit obligé de refaire comprendre que l'industrie en France elle est forte et qu'elle a encore plein de beaux jours devant elle et qu'il faut la renforcer. Enfin tu vois, nous on est un peu jeunes mais quand tu compares à nos parents ou autres, l'industrie qu'ils ont connue versus la nôtre ça n'a rien à voir. Et là on doit se battre pour dire que ce qu'il y avait avant c'était stylé et qu'on peut refaire un truc stylé. Mais c'est tout à fait ça. Surtout que là, nous, on vient d'une région quand même où l'industrie était super développée, c'est clair. Avec la sidérurgie et tout. Enfin, et je pensais qu'en me lançant, je pensais vraiment qu'on aurait plus de soutien, au niveau local. Mais en fait, au début, en fait, comme personne comprenait, avait peur du côté start-up paillette, la start-up qui parle que de lever des fonds mais sans avoir de sens derrière et qui au bout de quelques années on n'entend plus parler. Mais voilà, ils ont peur de ça, donc je pense que ça nous a desservi en fait ces années-là, ces années paillettes de la startup, ça a desservi en fait aux startups qui aujourd'hui ont du sens, veulent aller quelque part, mais l'image a été Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. J'avais vu passer une émission sur BFM il y a quelques semaines je sais plus quel intervenant qui expliquait, et c'est son propos, c'est lui qui le défend, que effectivement le phénomène Startup Nation, etc. avait mis en avant beaucoup d'entreprises qui, d'un point de vue un peu objectif, n'auraient pas eu lieu et n'auraient pas eu raison d'être, tu vois, si elles étaient dans une structure d'entreprise classique, et qui ont un peu relayé au second plan des TPE, PME qui marchaient très bien et qui elles ont besoin peut-être d'accompagnement pour innover plus ou autre. Et j'ai regardé les commentaires et c'était hyper clivant. Il y avait ceux qui disaient ce monsieur a totalement raison, qui va un peu dans ton sens sur Startup Nation a mis un peu de paillettes sur des boîtes nulles et a mis un peu en retrait des boîtes qui fonctionnaient mais qui s'appelaient pas startup, et d'autres qui disaient ah non, à l'inverse, ah oui, donc tu préfères qu'il y ait aucun soutien et que du coup on soit un pays à la traîne en Europe, etc. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quand même du vrai dans les deux en fait, dans le sens où oui, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec lui sur le côté, et on le sait, durée de vie moyenne d'une startup classique, c'est 2 ans, tu vois, c'est ridicule, versus le côté si on fait rien, y a pas de boîte qui se lance, si on finance rien. Enfin, je trouve que ça pose des bonnes questions quand même. Nous, notre chance, c'est qu'on fait du CA. En fait, on fait du chiffre d'affaires. Et comparé à d'autres startups, en fait, on est quasi autosuffisant en fait grâce à notre chiffre d'affaires. Je dis quasi parce que on a quand même des soutiens de BPI et de banques. Oui, il y a du cash qui rentre, quoi. C'est pas uniquement de la levée et on brûle du cash qui nous appartient. C'est tout à fait ça. Toi, le mot startup, ça, au niveau industrie, ça nous sert et ça nous dessert. On sait que pour certains, quand ils vont voir le mot startup, ça va les faire fuir. Et d'autres, comme j'expliquais tout à l'heure, ils sont en chasse parce qu'ils vont trouver des innovations là-dedans. Donc ça a double sens, quoi. Enfin, nous, ça nous a aidé à avoir des contrats d'être start-up. Ouais, c'est ça. Ça nous a desservi d'être start-up. Ouais. Mais du coup, ce qui est compliqué, c'est intéressant, mais ce qui est compliqué, c'est qu'il faut jongler entre les deux à chaque fois. C'est ça. Mais en tout cas,
faisons rayonner un peu ce type d'entreprise, faisons rayonner aussi l'état d'esprit, hein, parce que moi, quand tu m'as parlé de Made in France, etc., c'est des choses qui reviennent dans la tête des jeunes aussi qui ont notre âge, hein, qui veulent monter des choses qui ont du sens et qui ont envie de consommer plus local, aussi pour les enjeux d'éco-responsabilité, etc. Ouais. Donc, quand tu fais le lien, tout est cohérent. Tout est cohérent économiquement, d'un point de vue valeur, d'un point de vue engagement, d'un point de vue responsabilité aussi. Donc, continuons à faire le boulot que tu fais. En tout cas, essayons de te mettre en avant le maximum, des boîtes comme la tienne. J'aimerais terminer avec une projection, si tu veux bien, de ce que vous faites. Où est-ce que tu vois la boîte dans 6 mois? Et puis, où est-ce que tu vois Holy Maker dans 6 ans? Dans 6 mois, en fait, là, comme on va sortir un nouveau produit, là, dans les prochains mois, on sera encore en phase d'accélération dans 6 mois. Donc, c'est-à-dire que l'équipe aura grossi, mais on sera toujours en train dans cette phase d'accélération. Et tu m'as dit dans 10 ans? 6 mois et 6 ans. 6 ans. Dans 6 ans, j'aimerais qu'on soit une PME industrielle. Une PME familiale, quoi. Qu'on soit une bonne équipe, mais toujours dans répondre à un besoin, développer un produit, l'envoyer, le distribuer. Enfin, c'est vraiment donner du sens, en fait, à ce qu'on fait, quoi. Ok Aurélien, écoute, on suit ça de près. Évidemment, ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, je vous invite à regarder ce que toute ton équipe et toi faites au quotidien. Holy Maker, originaire de Nancy, il faut le souligner à la fin de cet épisode. Merci Aurélien d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci et j'espère que ça t'a plu. Ça m'a plu et j'espère que les gens aussi vont commenter ça correctement. Merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à French Tech Grand Paris et French Tech Est d'être avec nous sur cette saison. Et moi, je vous dis à très bientôt. À bientôt.